Bonjour à vous, alors aujourd'hui j'interviens très rapidement, c'est juste pour vous prévenir qu'on est lundi et que le lundi je propose des formats de vidéos qui sont un peu différents, vous verrez, elles sont extraites de mes formations, donc ne soyez pas surpris et ça ne change rien au fait que vous puissiez vous abonner et télécharger tous mes bonus qu'il y aura dans la description. Bon visionnage. C'est la 3e édition de ce séminaire, donc bienvenue à vous. On a commencé au tout début dans une petite salle, on était 50. Ensuite, il y en a qui étaient déjà là. Ah, bonjour. Et donc c'est un séminaire, je pense, assez différent de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas de ce milieu-là, qu'on va vous présenter, qui vont venir après, des intervenants, qui eux viennent du monde professionnel et qui vont vous expliquer des méthodes, des outils que vous allez pouvoir utiliser pour vos propres investissements qui vont, je pense, vous être très utiles. Donc, alors il me semble que je ne connais pas exactement l'ordre des intervenants. Bon, de toute façon, on peut changer au pire des cas. Donc là, moi, je vais commencer, je vais vous parler de ce que vous voyez dans le sommaire. Mais plus globalement, si on récapitule un petit peu l'ensemble, c'est vraiment de parler de finance immobilière, un petit peu de mathématiques de l'immobilier, parce que vous allez voir qu'il y a des outils que l'on peut utiliser qui peuvent vous être utiles lorsque vous investissez. On va voir ça en détail. Mais avant que je vous donne ces outils-là, il va falloir avoir quelques notions un petit peu de base, des enjeux de base. Donc j'ai récapitulé certains enjeux qui me semblent importants que vous compreniez. Alors, je vais prendre juste le chrono parce que, avant toute chose, ce qu'on a voulu faire, c'est de repartir de la base. Donc, comprendre ce que c'est un marché immobilier, comprendre les enjeux. Le fait de parler des marchés immobiliers et de vous donner les clés de comment étudier un marché, ça va vous permettre, pour ceux qui n'ont pas investi et même ceux qui ont investi, de pouvoir aller sur certains marchés et de comprendre comment on étudie un marché. Parce que dans l'immobilier, il n'y a jamais de on va le voir après, mais il n'y a jamais de marché qui est équilibré, à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre l'offre et la demande. Pourquoi ? Parce que quand on fait un achat immobilier, ce n'est pas la semaine d'après on est propriétaire. Il y a toujours un décalage. On signe un compromis, on signe un acte de vente. Et quand on est dans du neuf, quand on est promoteur ou qu'on veut construire sur un terrain nu, c'est encore pire. Il y a le délai de permis, donc on instruit un permis de construire, il y a la purge du permis de construire, et ensuite il y a la construction, etc. Donc il y a toujours ce décalage. Et comme il y a toujours ce décalage, il y a toujours un décalage entre l'offre et la demande. Ce qui veut dire que quand on va sur un marché, donc une ville, que ce soit sur Bordeaux, Pau, Tarbes, Toulouse, Paris, soit le marché est surcoté, c'est-à-dire qu'il y a une forte demande par rapport à l'offre, ou soit le marché est sous-coté. Et on va vous expliquer comment faire pour déterminer un petit peu comment vous pouvez l'étudier, savoir quel marché peut être intéressant pour vous par rapport à votre profil ou autre. La définition d'un marché. Donc, un marché, c'est quoi ? C'est tout simplement une offre et une demande. Donc, quand je parle de marché, en général, par abus de langage, moi, je parle de ville. Donc, c'est-à-dire que je vais parler du marché de Bordeaux, du marché de Pau, du marché de Tarbes, etc. Mais globalement, la définition d'un marché, ça peut être n'importe quoi. Et on va le voir après qu'il y a plusieurs marchés dans l'immobilier, justement. Et l'intérêt de comprendre comment fonctionne un marché, ça vous permettra de comprendre dans quel marché vous êtes et dans quel marché vous allez devoir étudier pour écarter plein d'informations qui vous sont inutiles et de pouvoir sélectionner les informations qui, elles, vous seront utiles. Donc un marché, ça peut être des biens, des immeubles, des services. C'est simplement le fait de dire qu'il y a une offre qui rencontre une demande, tout simplement. Et ça donne un prix. Alors, il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, et c'est la seule chose à comprendre de cette slide. Ces slides, vous les aurez chez vous, donc vous pourrez les lire tranquillement. Il y a une chose importante à comprendre, c'est que le marché, donc dans une ville comme Bordeaux par exemple, c'est un stock fini. Il n'y a pas une infinité de biens, il n'y a pas une infinité de fonciers, puisqu'en plus la mairie elle met des bâtons dans les roues quand on veut construire, etc., surtout maintenant. Donc il n'y a pas un stock infini. Mais ce n'est pas pour autant que le stock est corrélé au prix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un stock fini que le prix va toujours monter vers le haut. Ça peut avoir il peut y avoir le prix qui soit capé. Donc le prix n'est pas corrélé au stock. Je vous donne un exemple très simple. Si je prends une bouteille d'eau, j'essaye de vous la vendre à 2 €, vous allez me dire, bon, peut-être que je vais l'acheter si j'ai soif aujourd'hui. Mais si j'essaye de vous la vendre à 300 € aujourd'hui, vous allez me dire, Marvin, t'es fou. Et vous aurez raison.
Par contre, si je prends cette bouteille et qu'on est dans un autre contexte, on est dans le désert, ça fait 2 jours que vous n'avez pas bu, j'essaie de vous la vendre à 300 €, là vous allez vous poser des questions. Pourtant le stock est toujours le même, c'est toujours 1 litre d'eau. Donc c'est exactement le même principe pour l'immobilier. C'est-à-dire que le stock n'est pas corrélé au prix. Donc déjà c'est la première chose à comprendre. Ensuite, il y a plusieurs marchés. Et ça, c'est globalement les marchés qui existent dans l'immobilier. Donc vous voyez qu'il y a le résidentiel, c'est ce que l'on fait la plupart du temps à titre personnel. Il y a aussi le professionnel, certains ont investi dans des commerces. Et il y a les résidences gérées et hôtellerie. Donc pour cela, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ceux qui veulent me poser des questions pour le marché professionnel ou autre, n'hésitez pas à venir me voir après, mais je vais plutôt me concentrer sur le marché résidentiel, puisque c'est celui qui nous intéresse à titre personnel. Petite information, ce qui change, c'est les dynamiques de marché changent entre le professionnel, le résidentiel et le résidence gérée. Par exemple, un exemple très simple, entre le professionnel et le résidence gérée, le type de bail n'est pas le même. C'est-à-dire que résidentiel, on va être sur des baux 89, loi 89, c'est-à-dire du non meublé sur des durées de 1 à 3 ans, ou des baux meublés, donc sur des durées de 1 an, ou on peut avoir les baux en étudiant. Tandis que sur les professionnels et les résidences gérées, ça va plutôt être des baux qui sont avec des périodes beaucoup plus longues. On appelle ça des baux 3-6-9, c'est-à-dire que le bail dure 3 ans, 6 ans, 9 ans. Ça peut même aller jusqu'à 12 ans. Donc c'est vraiment notre logique, c'est une autre façon de penser. On va rester sur le résidentiel. Dans le résidentiel, on a à peu près toutes ces combinaisons qui peuvent exister. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un appartement, vous pouvez acheter une maison ou un immeuble, et en fonction de ce que vous voulez acheter comme typologie, vous n'allez pas être dans le même marché. C'est pas la même dynamique. Le prix des maisons n'évolue pas de la même manière que le prix des immeubles. Et forcément, c'est pas la même cible, c'est pas le même type d'exploitation, etc. Le type de ville aussi. Là aussi, vous achetez un immeuble dans une banlieue grande métropole, c'est pas la même chose que d'acheter un immeuble dans une ville moyenne. Pas du tout, c'est pas les mêmes dynamiques. Ensuite, vous avez la localisation, l'état et la stratégie de location. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc l'idée, c'est que par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous connaissez déjà, certains savent déjà dans quel marché ils sont. Ils vont être par exemple dans l'appartement, ville moyenne, périphérie, ancien à rénover. Et ensuite, il leur reste à trouver la stratégie de location. La stratégie de location a une grande influence parce qu'on va le voir après. À chaque fois que l'on investit dans l'immobilier, on cherche à avoir un rendement le plus intéressant possible, mais on cherche toujours à avoir un rendement. Et en fonction de la stratégie que l'on utilise et en fonction du marché dans lequel on est, le rendement ne sera pas le même, tout simplement parce que le risque derrière n'est pas le même. Vous faites de la colocation, c'est pas la même chose que de la location simple. La location simple, il y a moins de gestion, les vacances sont beaucoup moins élevées par rapport à la colocation, parce qu'il y a un petit peu de vacances quand il y a des roulements, etc. Donc le risque n'est pas le même. La liquidité du bien, c'est-à-dire la facilité à le revendre, quand on a créé un bien pour de la colocation, ce n'est pas la même chose que de vendre un appartement simple. Tout le monde le comprend, ça? Ok. On va le voir après, on va faire une étude de cas après. Je vais vous montrer un exemple où on a en changeant de stratégie de location, on arrive à dégager plus de rendement. On va voir comment on a fait. Donc voilà, pour résumer, le marché de l'immobilier, c'est de l'offre à la demande. Il peut être défini par des décisions politiques, des événements exogènes. Donc certains ont peut-être entendu parler du taux de la BCE, du taux bancaire qui régule le marché immobilier, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs extérieurs qui impactent le marché immobilier, et parfois même dans certaines villes. Quand vous êtes dans une ville comme Bordeaux, quand vous voulez construire par exemple, ou que vous voulez redévelopper, vous achetez un immeuble et vous voulez refaire tout à l'intérieur, ou vous voulez créer des mètres carrés, vous allez devoir faire un permis, et en fonction de la politique de la ville, ça ne va pas être la même chose que quand vous êtes à Tarbes ou autre. Donc il y a vraiment des facteurs exogènes et il faut les comprendre. Si on prend par exemple le facteur exogène le plus général, ça va être le taux de la BCE, c'est-à-dire que lorsque vous empruntez, vous avez un taux, et ce taux, il est défini en rapport de la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. Ce qui est assez simple à comprendre, c'est que quand le taux diminue, vous pouvez emprunter plus. Tout le monde peut emprunter plus dans cette salle quand le taux diminue. Mais ça veut dire qu'il y a plus de concurrence. Donc ça veut dire que le vendeur, il voit plus de personnes qui peuvent acheter. Donc le prix monte. Donc quand les taux montent, le prix augmente. Quand les taux montent, le prix diminue. C'est assez simple, c'est assez mécanique. Il n'y a pas que le taux. Il y a par exemple les conditions d'octroi de crédit. Si demain les banques disent
il faut minimum 35 d'apports pour acheter de l'immobilier, forcément il y aura moins d'acheteurs sur le marché, le prix devrait probablement diminuer mécaniquement. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut garder en tête. Pour faire son étude de marché, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore leur marché ou qui veulent acheter, ça peut être une slide intéressante pour vous, pour étudier un marché. Donc, première des choses, le loyer sur le prix d'acquisition FAI, autrement dit le rendement brut. C'est comme ça que vous faites pour calculer un rendement brut. Calculer un rendement brut d'un marché, ça va vous permettre de voir un petit peu la tendance, puisque comme vous voyez dans la formule, c'est le loyer divisé par le prix d'acquisition. Globalement, c'est le loyer divisé par ce que vous dépensez pour acheter. Ça vous donne un rendement brut, et ce rendement brut, ça définit un petit peu le marché. Exemple très simple. À Paris, on dit souvent qu'il ne faut pas acheter à Paris, dans le centre, parce que le rendement est faible. Et ça s'explique parce que le prix d'acquisition est très élevé par rapport au loyer qu'on peut en tirer, puisque les loyers ne sont pas proportionnels. Même si on a l'impression que les loyers sont chers à Paris, ils ne sont pas proportionnels par rapport au prix. Et donc c'est pour ça que le rendement est beaucoup plus bas qu'à Bordeaux, ou qu'à Tarbes ou à Pau. Je prends toujours ces exemples, mais ça peut être ailleurs. Donc, première des choses, c'est étudier votre marché en commençant par le rendement brut. Si par exemple vous voulez beaucoup de rendement, forcément vous n'allez pas aller dans les villes où le rendement brut est faible. Ensuite, il faudrait regarder, et ça je ne vois pas beaucoup de personnes le faire, les perspectives futures. Souvent, les mairies ont des projets de transport, des projets par exemple, je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, la ville de Troyes. Donc, pour résumer ce que je fais, j'ai une entreprise qui s'appelle Immobilier Capital et on aide des particuliers et des entreprises à investir. Donc les particuliers viennent nous voir, voilà, j'ai un projet, je veux investir, et on leur trouve le bien, on leur fait les travaux. Et là récemment, j'ai eu un client sur la ville de Troyes, on l'a amené à acheter à la ville de Troyes, et ce qu'on s'est aperçu en étudiant le marché justement, avant de lui présenter, une des perspectives futures intéressantes, c'est par exemple l'électrification de la ligne SNCF. Donc, aujourd'hui, Paris-Troyes, c'est 1h30, demain c'est 45 minutes, voilà, globalement. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Vous savez que ça va être livré dans 2-3 ans. Donc, dans 2-3 ans, vous savez que Paris-Troyes, ce sera 45 minutes, par exemple. Donc, voici un des exemples. Par exemple, il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est Toulouse. Je sais qu'il me semble que la SNCF va faire la ligne Paris-Toulouse. Alors, je ne sais plus quand ça va être livré, mais je sais qu'il y a ces choses-là à vérifier. Lorsque le projet est acté, je crois que c'est Castex qui a fait le projet il n'y a pas longtemps, lorsque le projet est acté, que le projet démarre, que c'est en construction au niveau de la ligne, là, vous pouvez vous dire que vous avez une perspective intéressante entre Paris et Toulouse. Voilà, ça, c'est des choses intéressantes à regarder au niveau de la perspective future. Vous n'êtes pas obligé de regarder sur le marché globalement. Donc là, je parlais de Toulouse, ça va impacter le marché global. Mais vous avez aussi des perspectives par quartier. La mairie, quand elle vient d'être élue, elle a fait des promesses, comme tous les élus. Et lorsqu'elle fait des promesses, elle dit, par exemple, moi, ce quartier-là, je vais le rénover, etc. C'est des choses à savoir, des choses importantes que vous pouvez voir facilement sur les sites des mairies. Et vous renseignez, vous allez tout de suite comprendre quel quartier va être impacté parce qu'il va y avoir une reconstitution de la rue, peut-être qu'elle va être passée en pavillon, etc. Tout ça, c'est des choses à voir. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de regarder l'analyse de la population. Étudiants, jeunes actifs, ça va être intéressant par rapport à votre cible. Certains veulent faire de l'étudiant, certains veulent faire du jeune actif. En fonction de ce que vous allez faire, il est intéressant de regarder la population. Par exemple, Poitiers, je crois que c'est 30% d'étudiants dans la ville par rapport à la population globale. Voilà, c'est des choses. Si ceux qui veulent faire de l'étudiant, Poitiers peut être intéressant, par exemple. Pourquoi ? Parce que l'analyse de la population m'a permis de voir que le pourcentage d'étudiants est assez important. Et donc là, par exemple, les projets que vous allez pouvoir faire sur Poitiers, vous allez pouvoir faire de la colocation, vous allez pouvoir faire un immeuble avec des petites colocs, voilà. Toutes ces choses-là, c'est l'analyse de la population qui vous le donne, parce que vous avez besoin de louer, il faut savoir, si vous n'avez pas de locataire, vous n'avez pas de rendement, donc il faut être sûr de louer. Et donc l'analyse de la politique qui rejoint un petit peu la perspective future, mais globalement, l'analyse de la politique, c'est pareil, c'est quelle est la sensibilité du maire, qu'est-ce qu'il a envisagé dans son programme, tout ça, vous allez pouvoir le voir au niveau des élections, vous allez pouvoir voir le maire, allez tout simplement à la mairie, vous allez demander, vous allez avoir beaucoup d'infos en allant à la mairie. Voilà, c'est ce que je vous conseille. À chaque fois que vous allez dans un marché, essayez de savoir vraiment ce qui se fait. Alors, les fondamentaux de l'investissement. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le concret. Au niveau des rendements. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un rendement, c'est simplement l'idée de se dire, je mets de l'argent dans quelque part et j'ai un retour sur investissement. Je mets 100 € quelque part, combien j'ai de retour ? Si j'ai 10%, c'est 10 €. Si j'ai 5, c'est 5 €. Je ne fais rien de compliqué. Donc, il y a plusieurs types de rendements.
Il y a le rendement brut, le rendement net avant impôt et le rendement net après impôt. Forcément, celui qui vous intéresse, c'est le rendement net après impôt, puisqu'il concerne votre patrimoine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut négliger les deux autres. Le rendement brut, comme je l'expliquais tout à l'heure, va vraiment vous servir pour faire votre étude macro, c'est-à-dire votre vision globale du marché. Ce marché, c'est 5% brut. Ce marché, c'est 3% brut. Donc, je vais plutôt aller m'intéresser sur le marché à 5% brut, puisque je préfère avoir un petit peu plus de rendement. Voilà, c'est ce genre de choses à quoi il sert le rendement brut. Après, c'est vrai que le rendement brut, globalement, vous en fichez un petit peu quand vous êtes dans le marché, parce que vous allez voir, vous, c'est le rendement net et le rendement net après impôt qui vous intéresse. Le rendement net peut être intéressant pour comparer deux investissements. Vous avez deux investissements, vous comparez le rendement net. Tout simplement, vous faites le total des revenus. Ce qui se rajoute par rapport au brut, c'est les dépenses récurrentes et aléatoires. Je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'il y a dans les dépenses aléatoires et récurrentes. Ça aussi, il y a beaucoup de choses que certains ne prennent pas en compte. Et ça, c'est important de prendre vraiment tous les éléments en compte. Et ensuite, le rendement net après impôt. Donc là, tout simplement, vous rajoutez vos impôts. Alors, il faut savoir qu'un rendement est associé au risque. Je m'explique. Quand vous achetez des actions en finance, c'est pareil. Quand vous achetez une action LVMH, par exemple, le rendement est plutôt faible parce que tout le monde veut dire LVMH et parce que le risque est très bas. Il est très bas, c'est-à-dire que le prix ne va pas forcément baisser dans le futur, ou alors historiquement, le prix a toujours monté. Voilà. Plus il y a de personnes, plus il y a d'attention sur un marché, plus le rendement va diminuer. Et c'est pareil dans l'immobilier. Pourquoi les prix sont très chers à Paris? Parce que tout le monde va acheter à Paris, tout simplement. Et donc forcément, le rendement va diminuer, mais ce n'est pas le même risque. Vous achetez à Paris, vous êtes sûr de faire un investissement patrimonial, vous êtes sûr d'avoir votre rendement, vous êtes sûr d'avoir 20 locataires qui font la queue pour louer, et vous êtes sûr de pouvoir revendre très facilement. C'est très liquide, c'est-à-dire que c'est très simple à vendre à Paris. Et notamment, vous allez dans les marchés un petit peu plus reculés, vous allez à Foix en Ariège, ça ne va pas être pareil qu'à Paris. Vous allez avoir un rendement qui sera bien supérieur, et c'est normal, parce que le risque associé n'est pas le même. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Parce que c'est bien de vouloir faire du rendement, mais tout le monde n'a pas le même profil. Une personne qui veut placer pour sa retraite, faire du 15%, ce n'est pas forcément le plus intéressant pour elle. Peut-être qu'elle devrait un petit peu diminuer son risque et peut-être envisager de diminuer son risque, de placer son capital, plutôt qu'une personne qui est jeune active, qui vient de rentrer dans la vie. Voilà, lui, il veut du rendement, il s'en fiche du risque, etc. Il peut gérer le risque. Donc vraiment, c'est en fonction de votre profil. Et ça, je vous invite vraiment à l'avoir en tête. Ce n'est pas forcément le rendement qui fait la qualité de l'investissement. Et donc, le risque, c'est quoi? C'est la liquidité. Donc ça, c'est un risque exogène, c'est-à-dire c'est la facilité à revendre. La baisse du prix du marché. Donc là, certains parlent de ne pas revendre et de laisser en location. C'est tout à fait possible. Les changements fiscaux, la politique, les banques, bon, tout ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas vraiment contrôler. Il faut les avoir en tête. Les autres risques, donc ça, c'est quand tout se passe bien, parce qu'il y a aussi des risques d'analyse technique, il y a aussi les risques de malfaçon sur les travaux, ça arrive souvent, donc tous ces risques-là sont à prendre en compte. Alors, nous, dans la société, on a défini quel risque pour quel rendement. Et ça va vraiment vous aider. Globalement, c'est les chiffres qu'on a retenus. C'est-à-dire que si vous êtes un profil prudent, alors, au niveau du prudent, donc là, la liquidité va être très élevée. Paris, Bordeaux, Lyon-Centre. Voilà, en gros, Paris, voilà, ça va vraiment être du prudent. Et donc, forcément, le rendement net va être impacté. Vous allez avoir un rendement net très faible. Ou alors, vous avez un très bon réseau, vous arrivez à trouver des biens off-market que personne n'arrive à trouver, parce que c'est des marchés, en plus, qui sont extrêmement concurrentiels. Il y a beaucoup de marchands biens dans ces endroits-là. Vous connaissez, par exemple, des gens qui s'occupent des saisies. Vous allez pouvoir avoir des marchés très, très intéressants, mais c'est vraiment fait pour 1%. Je vous le dis concrètement, je mâche pas mes mots, c'est vraiment 1% des gens qui arrivent à avoir des rendements importants dans du centre-ville de Lyon, de Paris, de Bordeaux, quoi. C'est très rare. Donc je parle vraiment pour la globalité. Donc voilà, vous allez plutôt être sur du prudent. Après, il y a l'équilibré, ça va être plutôt des villes moyennes. Voilà, vous faites une coloc, vous allez dépasser les 3,5 facilement en net. Vous allez voir que ça vous paraît pas beaucoup comme rendement net, mais vous allez voir que dans ce que je déduis comme charge, beaucoup ne prennent pas en compte des charges que je déduis. Donc c'est pour ça que les rendements sont plutôt faibles. Parce que la plupart des gens ne prennent pas tout en compte, et donc ils ont des rendements fictifs élevés. Voilà. Après, vous avez le dynamique. Donc là, c'est supérieur à 6%. Alors là, ça peut monter
à des rendements très importants, mais on va être sur des zones dynamiques, et donc forcément on prend un peu plus de risques. Voilà. Donc c'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Et votre stratégie ne va pas être la même en fonction de là où vous vous situez. Voilà. Il n'y a pas de meilleur, hein. Chacun a son profil, chacun choisit son investissement. Alors, et en fonction de tout ça, on va voir ensemble qu'est-ce qui influence le prix. Globalement, c'est à peu près ce qui influence le prix de l'immobilier. La localisation, la qualité de l'immeuble, le terrain, l'environnement, l'âge et l'énergie. On a développé un outil en interne que je vais vous montrer, que je vais vous donner, que vous allez pouvoir utiliser, qui vous permet vraiment, de façon assez précise, de déterminer la valeur d'un bien immobilier. C'est une méthode qui était utilisée auparavant par des experts immobiliers en Suisse, qui s'est vraiment développée un petit peu partout dans le milieu professionnel. Et c'est une des méthodes que l'on utilise dans le milieu professionnel pour déterminer vraiment la valeur de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Ça ressemble à ça comme outil. Ça paraît un petit peu barbare, mais c'est très très simple. C'est simplement l'idée de se dire que, alors là il a été simplifié, mais c'est simplement l'idée de se dire qu'on a plusieurs facteurs qui influencent le prix de l'immobilier. Les commodités, proximité des écoles, état du bien, état de la copropriété. On a listé toutes les caractéristiques, et en fonction des caractéristiques, elles n'ont pas la même importance sur le prix de l'immobilier. Et donc c'est pour ça qu'il y a des pondérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la localisation, l'état du bien, l'état de la copro, on va dire grosso modo 60%. Enfin, ça dépend des marchés. Effectivement, vous allez à Paris, la localisation, le pourcentage va augmenter en pondération. C'est très important, la localisation à Paris. Et inversement, dans des marchés peut-être un petit peu moins cotés que Paris, la pondération va diminuer. Mais globalement, vous pouvez vous fier sur ces pondérations-là, et après, vous pouvez vous les ajuster pour vous, par rapport à votre étude à vous. C'est à vous de vous l'approprier. C'est un outil qu'on vous donne. Donc, comment on utilise cet outil? Tout simplement, vous reprenez votre tableau. Là, il y a des plus et des moins, mais vous les prenez sans les plus et les moins. Et vous vous dites, bah, tiens, la commodité, une note sur 3. Est-ce que je suis extrêmement bien placé à côté de la gare ou est-ce que je ne suis pas du tout bien placé? Donc si c'est très bien placé, je mets 3+. Si c'est pas bien placé, je mets 1-, par exemple. Ça, c'est un petit peu personnel. C'est vraiment de l'étude de marché. Et donc, en fonction des critères, vous allez remplir votre tableau et à la fin, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire un calcul et vous allez tomber sur une note. Pour l'instant, ça ne veut rien dire pour vous et c'est normal. Et cette note, on va la comparer avec le marché moyen. Vous allez voir après. Ce qui est intéressant de noter sur ce qui est intéressant de noter sur les DPE, c'est qu'il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps. Je pense que vous êtes tous au courant. C'est-à-dire que EFG interdit de location 2028, etc. On a remarqué que les prix et c'est ce que l'on pense aussi, c'est que le pourcentage de pondération du DPE a fortement augmenté. C'est-à-dire qu'avant, on s'en fichait un petit peu du DPE, on s'en fichait pas, mais voilà, on faisait avec. Là, aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de rendement, parce que le DPE, si vous ne pouvez pas louer, si vous avez un DPE qui est merdique, vous n'allez pas pouvoir louer, donc pas de location, pas de rendement. Donc le DPE a vraiment augmenté dans la pondération. C'est-à-dire qu'un bien qui est en DPE en C, ABC, il va être vraiment mieux valorisé qu'un DPE qui est en EFG, parce que vous allez devoir faire des travaux derrière pour pouvoir augmenter la note. Vous n'êtes même pas sûr de la note que vous allez obtenir. Donc voilà, vraiment ça impacte énormément le pourcentage. C'est pour ça qu'avant on était à un pourcentage beaucoup plus élevé au-dessus et moins élevé dans le DPE. Voilà. On va voir un exemple ensemble. Prenons le marché de Tours. Donc le marché de Tours, 137 000 habitants en 2019. Prix moyen, 3 047 € du mètre carré. Et les mètres carrés oscillent entre 2 000 et 4 000 €. 1h20 de Paris. Les marchés que l'on va regarder ensemble, on va regarder 2 appartements. Un qui se situe ici, à côté de la gare, donc un quartier qui est très dynamique. Les appartements partent très vite. Et un quartier qui est aussi dynamique, qui est juste pas le même que celui de la gare, peut-être un peu moins dynamique, mais qui est tout à fait correct. Il y a un CHU, il y a des écoles supérieures, on peut très bien pour louer un étudiant. Regardons un exemple avec un appartement Studio Velpo. Donc pour rappel, cet appartement, il est situé dans cette zone. Vous allez voir pourquoi c'est important de le savoir. Donc c'est un appartement plutôt correct dans l'état, à 79 000 €, prix FAI, attention,
c'est-à-dire prix frais d'agence inclus. Situé dans le quartier, Velpo, prix moyen. Donc, comment vous faites pour savoir le prix moyen? Vous allez sur Meilleur Agent. C'est très bien fait, Meilleur Agent. Vous prenez la carte, vous tapez l'adresse, vous allez tomber sur le prix moyen du quartier. Donc, qu'est-ce que nous dit Meilleur Agent? Meilleur Agent nous dit le prix moyen, c'est 2 940 € et les prix oscillent entre 2 000 € du mètre et 4 000 € du mètre. Donc, ça veut dire que si on est sur 4 000 € du mètre, on est sur la fourchette haute et on est sur la fourchette basse si on a 2 000 € du mètre. Jusque-là, rien de très compliqué. Je prends mon tableau que je vous ai montré tout à l'heure en exemple. Je fais mes plus et mes moins, bêtement. Proximité gare, oui, c'est juste à côté de la gare. 3+. Très bien placé, quoi. Proximité des écoles, 3+. Les écoles sont juste à côté. État du bien, on peut mieux faire. 2+. Vous voyez, il y a aussi une petite part de subjectivité, mais qu'on arrive quand même à objectiver grâce à ce tableau. Donc il y en a certains qui vont mettre 1+, il y en a certains qui vont mettre 3+, parce qu'ils trouvent que l'état du bien est très satisfaisant. Bon, là j'ai fait entre les deux, j'ai mis 2+. Et ainsi de suite. Vous remplissez bêtement votre tableau, et à la fin, ça va vous donner un score. Donc avec les plus et les moins. Pourquoi il y a un 2 moins en DPE? Parce qu'on est en G de mémoire sur cet appartement. C'est pas précisé, mais on est en G. Donc le DPE, on met 2 moins. Et ensuite, on compte. Combien il y a de croix au-dessus? Il y en a 6, 7, 8. Donc 8 fois 0,6, puisque la pondération est à 60%. Combien il y a de croix ici? 4. 4 fois 0,1, parce que ça pondère à 10% dans le prix de l'immobilier. Tout simple. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok. Donc je fais que des additions, et je tombe sur 5,1. Ok? Jusque-là, je fais la même chose sur les moins, donc ce qui impacte ce qui est le facteur baissier dans l'immobilier, donc tous les moins, et je les additionne. Je fais les plus vers les moins, donc 5,2 moins 1,5, et vous allez tomber sur 3,7 sur 10. Donc pas la moyenne. Donc ensuite, j'ai une note. Au début, là, je ne sais pas à quoi ça sert, on va voir après. Et j'ai le prix moyen de Meilleur Agent. Le prix affiché, le prix métrique, donc 79 000 € pour 24 mètres carrés pour un studio, ça vous revient à un prix métrique de 3 291 € du mètre carré. Mais attention, c'est un prix FAI. Tandis que sur Meilleur Agent, ce n'est pas un prix FAI. Meilleur Agent se base sur la base DVF. C'est une base que l'État donne, que transmet à Meilleur Agent, et c'est une base où c'est la valeur nette qui est vendue. C'est-à-dire que c'est hors frais d'agence, hors frais de notaire. Donc dire que je suis au-dessus du marché parce que le bien est affiché à 3 200 € du mètre, alors que Meilleur Agent m'indique que c'est 2 900 € du mètre, c'est faux. Parce que je ne peux pas comparer, je mélange des choux et des carottes là. C'est un prix FAI que je compare avec un prix net. Donc il faut le rabaisser à un prix net. Comment on fait? Tout simplement. Je me suis fait une échelle graduée. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez le faire de votre manière. Donc là, le prix max du quartier, 4 000. J'ai recopié tout simplement ce qui est de Meilleur Agent. 4 000 € du mètre. Donc ça, c'est la base DVF, c'est en net. Le prix affiché, 3 291. Donc là, je fais 79 000 divisé par 24 mètres carrés, tout bêtement. Donc ça, c'est le prix affiché. Et là, il y a 7% d'honoraires d'agents. Donc pour avoir le prix net, donc pour avoir le prix affiché, je tombe à 3 075 €. Là, vous pouvez dire que vous êtes au-dessus du marché dans le prix affiché. C'est-à-dire que Meilleur Agent vous indique que le prix moyen est à 2 900 € du mètre et vous avez un prix affiché à 3 000 €. Donc là, vous savez que vous êtes au-dessus du marché. Avant de passer du prix FAI au prix net, vous ne le savez pas encore. Alors, petite information importante aussi, sur Meilleur Agent, vous allez pouvoir voir le prix moyen de la ville, mais il y a des prix moyens par quartier. Moi, je vous conseille de passer par quartier, c'est quand même beaucoup plus précis, parce que chaque quartier n'a pas la même dynamique. On va le voir avec une ville comme Marseille après. Donc, le prix moyen quartier de base, c'est 2 940 €, c'est ce que me dit Meilleur Agent. Je recopie bêtement, je recopie le prix métrique, et le prix métrique moyen, c'est une note sur 5 sur 10, puisque c'est la moyenne, donc c'est entre les deux. Là, le prix de la valeur estimée, on est à 3,7 sur 10. Donc j'ai recopié bêtement ce que m'a rempli mon tableau. Et ensuite, pour trouver le prix métrique ici, je fais un produit en croix. Vous faites le produit en croix. Et par rapport à 2 940 €,
5 sur 10, vous tombez sur 2179 euros. Donc ça veut dire que ce bien, par rapport à mon tableau, je l'ai estimé à 2179 euros. Donc le vendeur voilà, il veut s'en mettre plein les poches. Mais parce qu'il n'a pas pris peut-être en compte le DPE. Peut-être que pour lui, le DPE, c'est rien. Mais pour moi, le DPE, ça compte dans le prix. C'est important. Donc ça diminue le prix global. Oui. Oui, très bonne remarque. Alors, déjà, il n'y a jamais de 10 sur 10 parce qu'il n'y a jamais de bien parfait. Donc, ça n'existe pas. Et en fait, le 6,99, il est basé par rapport au 5 sur 10. C'est-à-dire que c'est un produit en croix aussi. Pareil. C'est-à-dire que la note maximale que je peux avoir sur ce quartier-là, ça sera un 6,99. Je suis à Tours, hein. Je ne suis pas à Paris. Je ne suis pas dans le 16e, tu vois. Donc, où je ne suis pas au bord de la mer, qui va me rajouter un peu plus de prix dans le mètre carré. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser dans toute la France, mais dans certains quartiers, vous n'allez pas avoir des notes maximales, vous allez être capé en fait, tout simplement parce que c'est le marché qui le veut. Voilà, est-ce que c'est clair? Donc là, j'estime que c'est à 2179. Je fais 2179, ça reviendrait à lui faire une proposition à 52 000 euros. Donc coup de fusil, enfin 56 000 parce qu'il y a les frais d'FAI. Et voilà, c'est un outil qui peut vous permettre de prendre des décisions. C'est un des outils que l'on utilise. Voilà, il faut vous l'approprier. On va voir un autre exemple ensemble. Allez, un autre exemple. Giraudot, donc là c'est le secteur, je vais vous remontrer la carte. Giraudot, c'est en orange. Hein. Voilà. Donc là, pareil, 88 200 euros affichés pour un studio de 22 mètres carrés. Prix métrique, 3 890 euros. Avec meilleur agent qui me dit que c'est 2 700 euros. Pareil, je ne fais pas l'erreur non plus. Je ne sais pas encore si je suis au-dessus du marché. D'abord, je passe en prix net. Donc j'enlève les frais d'agent. Donc j'enlève les 7%, je tombe à 3 600. Là, je peux dire, il est vraiment au-dessus du marché là. Je regarde toujours pareil, le prix moyen, 2 700 euros. Je copie meilleur agent. Quel est le prix minimum du quartier? Meilleur agent me dit que c'est 1 946 euros. Quel est le prix maximum? Meilleur agent me dit que c'est 3 900, je mets 3 900. Je fais mon petit tableau, pareil. Donc là, l'état du bien, je mets 2, c'est à peu près pareil, c'est pas non plus la folie. Premier étage sur cour, pas de vis-à-vis de plus, double orientation, DPE. Le DPE là est meilleur sur ce bien-là, et vous allez voir l'impact. Toujours pareil, combien j'ai de croix? J'en ai 10, donc je fais 10 x 0,6 parce que c'est 60%. Combien j'ai de croix au milieu? 4, donc je compte 4 croix x 0,1, 2 croix ici x 0,3. Voilà, jusque-là, après c'est que des additions. 7 moins 1,5, ça fait 6,7. Donc je sais que la valeur estimée sera 7,7 sur 10. Et la valeur moyenne, c'est 5 sur 10. Donc je fais un produit en croix, je tombe à 3 627 euros. Donc moi, celui-là, je ne l'achèterai pas à plus de 3 627 euros. Je regarde un prix infailli, ça tombe sur 87 000 euros. Un prix infailli. Le prix affiché, c'était 88 000. Donc là, on peut faire une négo et on peut arriver à un prix correct par rapport à ce que j'ai estimé dans mon tableau. Après, tout le monde n'a pas forcément les mêmes caractéristiques. Vous pouvez faire vos propres caractéristiques et adapter l'outil à votre besoin. Et là, vous comprenez comment le prix de l'immobilier se constitue. Il se constitue vers une multitude de caractéristiques qui emmènent vers un prix. Et c'est pour ça qu'il y a des villes comme Marseille où le prix est très différent en fonction des quartiers. Vous avez des quartiers à 1 700 euros du mètre, vous avez des quartiers à 3 000, 2 600, et tout ça s'explique par ces caractéristiques que maintenant vous arrivez à voir et à sentir par les mathématiques finalement. C'est ces caractéristiques-là qui impactent les prix. Vous avez un appartement sur le Vieux-Port à Marseille, forcément, ça va rajouter de la plus-value dans le prix par rapport à un appartement qui est dans les quartiers nord. J'ai rien du tout contre les quartiers nord, mais c'est le marché qui le veut, c'est le marché qui décide du prix, et donc vous devez vous adapter au marché. Et ça va vraiment vous être utile dans votre recherche, parce que la plupart des gens n'ont pas forcément conscience de ces outils-là, et vous allez pouvoir vous dire, bah, ce marché-là, moi je pense qu'il est un petit peu sous-coté, je vais plutôt acheter dans ce quartier-là. Voilà. C'est un outil qui va vous permettre d'avancer. Vous allez avoir les slides, ne vous inquiétez pas, vous pourrez vous faire vos exercices tranquilles et vous pourrez les adapter. Alors, partant de ce principe, est-ce que l'investissement parfait existe?
Alors, c'est quoi un investissement parfait? L'investissement parfait, c'est que des plus. C'est j'achète en dessous du marché, j'ai rendement brut supérieur à 10, autofinancement, cash flow positif. Donc cash flow positif, en plus, ça veut rien dire parce que ça dépend de l'apport que vous mettez. Vous mettez 0 apport, ça va être plus difficile d'avoir un cash flow positif à 0 apport que d'avoir. Si vous mettez 50% d'apport, ça va être plus simple. DPE ABC, pas ou peu de travaux, projet à réaliser en moins de 6 mois. Donc là, c'est vraiment l'investissement parfait. Et vous comprenez que plus vous ajoutez de caractéristiques, donc pas de travaux, etc., et plus la probabilité que vous trouviez un projet pour vous va diminuer. Donc la probabilité devient très faible si vous voulez acheter centre-ville de Bordeaux, DPE ABC, rendement brut supérieur à 10, etc. Vous allez vraiment passer du temps sur le marché, ça je croyez-moi. Donc l'intérêt c'est quoi? L'intérêt quand vous investissez, c'est d'essayer de partir du constat d'acheter quelque chose avec des moins et de les transformer en plus. Vous voyez? Donc par exemple, ça peut être tout bête, quelque chose qui se fait assez couramment, c'est l'état du bien. Vous identifiez un bien avec que des moins dans l'état du bien, vous allez transformer l'état du bien en plus. Et c'est là que vous voyez, vous créez de la valeur. Parce que les moins vont augmenter le prix. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que vous pouvez même déterminer à combien vous allez pouvoir revendre avant de vous lancer. Vous allez vous dire par exemple, là par exemple j'ai un bien qui est vraiment très mal fait, donc j'ai deux moins dans l'état du bien. Et vous vous dites, j'en ai pour 50 000 € de travaux. Donc je fais le prix affiché, admettons sans négo, plus 50 000 € de travaux. Combien ça me fait? Combien ça va me coûter? Et en le mettant en 2+, combien je vais pouvoir le revendre? Donc ça vous aide aussi à savoir à peu près le prix que vous allez pouvoir revendre. C'est un outil d'aide à la décision. Donc là, jusque-là, c'est clair? C'est un peu technique. On va voir une étude de cas. Donc sur le marché de Troyes, c'est un exemple d'un projet qu'on a fait pour un client, un exemple tout bête, bateau, comme ça vous allez vraiment comprendre. Donc au niveau des plans, on est parti sur un appartement familial avec 2 chambres, une cuisine et une salle à manger. Donc il est très très bien placé cet appartement, il est placé vraiment en centre-ville de Troyes. Donc on dirait que plutôt ça va être vraiment pour du plutôt prudent. C'est pour des gens qui, voilà, ils achètent quelque chose, ils le mettent en location simple. On a un rendement autour de 3,5 net. C'est vraiment du prudent, quoi. Je sors de chez moi, j'ai toutes les boutiques, j'ai la gare à côté. Voilà, il n'y a vraiment pas de risque, c'est très liquide, ça se vend très 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 bien. Donc ce que vous pouvez faire, donc là ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a déplacé la cuisine, donc qui était là, on l'a déplacée ici, et on a créé une chambre. Donc on a rajouté une chambre pour faire de la colocation, tout bête. Donc, 2 chambres s'est transformé en 3 chambres. Donc, qu'est-ce que ça a fait en termes, si on le traduit un petit peu mathématiquement ou en termes de rendement risque, on a transformé un projet qui était à la base en prudent et en rajoutant une chambre, on a changé de stratégie locative et donc on est passé en équilibré. Donc, j'ai rajouté du rendement. J'ai rajouté du risque parce que forcément, louer dans la location simple, c'est pas la même chose que de la colocation, mais j'ai rajouté du rendement. C'est le choix pour le client. Voilà. Donc, si je reprends un petit peu le tableau qu'il y avait tout à l'heure avec les marchés immobiliers résidentiels, donc je suis sur un appartement ville moyenne, centre-ville, ancien rénové. Donc ça, c'est le marché dans lequel j'étais. Et si j'étais sur un profil prudent, donc ici, j'aurais fait de la location simple, mais nous on est parti sur un risque équilibré, donc on est parti en colocation. Donc là vous comprenez que c'est pas parce que vous achetez un appartement que vous allez avoir un certain rendement, c'est aussi en fonction de la stratégie locative. Ça peut être intéressant pour ceux par exemple qui font de la location saisonnière, j'y pense. Parce que vous pouvez vous dire, moi je suis plutôt imprudent, mais j'ai envie d'essayer la location saisonnière pour booster mon rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la flèche orange, elle aurait été ici. On aurait investi sur, à la base, une location simple. Donc, on fait tout notre business plan sur de la location simple. Et on se dit, je vais booster le rendement et la location saisonnière. Et si demain, il y a un confinement, vous passez en location simple. Donc, vous repasserez en prudent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez intervertir comme ça les stratégies. Oui. Quand le locataire part. Ah bah oui.
Oui, pas si simple, c'est pas ah ben je fais de la location simple, au revoir, merci. Non, c'est pas si simple. Donc là, on va commencer à rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. On va parler chiffres. On est sur un prêt FAI à 133 000 €, frais de notaire, travaux, mobilier, frais d'ingénierie, donc ça c'est nos frais à nous. Sur une durée de 20 ans, apport 15%. Voilà, donc rien de très exceptionnel, mensualité à 840 €. Au niveau des revenus, loyer hors charge, plus les charges et l'électricité et Internet que je refacture après. Total des revenus, 1200 €. Et là, ça va être intéressant pour vous. Dépenses récurrentes et charges aléatoires. Donc là, c'est une liste que nous, on utilise en interne pour déduire toutes les charges afférentes à un projet immobilier. Beaucoup ne prennent pas en compte tout ce qu'il y a là-dedans. Beaucoup, ils vont faire charge de copro, et ils vont déduire les charges de copro et la taxe foncière, et ils pensent qu'il n'y a plus rien à payer. Il y a beaucoup de choses d'autres à payer. Il y a l'assurance PNO, les frais de location courte durée si vous en faites. Il y a la vacance locative, c'est intéressant de le prendre en compte. On est sur de la colocation. Donc il n'y a pas sans arrêt, c'est pas 100% plein dans votre appartement. Donc il faut prévoir un petit peu de la vacance locative, et c'est du revenu que vous avez en moins. Donc c'est du rendement que vous avez en moins. Il faut le prendre en compte. Travaux d'entretien, c'est intéressant parce qu'il y a toujours un coup de peinture à faire quand il y a un locataire qui part. Expert comptable que vous allez devoir payer. Alors là, c'est un expert comptable en ligne, hein. Parfois ça peut coûter plus cher. Électricité que vous déduisez parce que vous l'avez facturé dans le loyer. Internet, taxe foncière, etc. Donc il faut vraiment prendre tout en compte pour que vous ayez le rendement réel que vous avez. Je vois beaucoup de rendements où tout n'est pas pris en compte. Et notamment, malheureusement, sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui affichent des rendements exceptionnels. Alors, il faut déjà voir le marché. Donc maintenant, vous comprenez ce qu'est un marché. Il faut voir le risque qu'il y a derrière. Et il faut voir s'ils prennent tout en compte. Malheureusement, il n'y a pas toujours les détails qui permettent de définir si le rendement qu'ils affichent est réel. Alors, résultat, bilan de ce qu'on a vu. Si je fais ce que je gagne moins ce que je perds, je suis à un excédent de trésorerie de 36 € par mois, donc 435 à l'année. Donc là, ce qui est bien sur un projet comme celui-là, par exemple, c'est qu'on est parti sur du prudent, donc dans quelque chose de centre-ville, et on l'a transformé en équilibré. Donc j'ai une localisation qui est top, et j'ai un rendement qui arrive quand même à être intéressant. Parce que j'ai choisi de transformer la stratégie locative. Donc là, on est à un excédent de trésorerie de 36 €. Et là, je vais vous montrer comment on calcule un cash flow. Alors là, c'est la version simplifiée. Je vois souvent des personnes qui calculent un cash flow que la première année d'acquisition. Malheureusement, ça ne se calcule pas comme ça. C'est quelque chose qui se calcule sur la durée du crédit. Donc c'est dommage de le calculer que sur la première année, puisque vous allez avoir plein de choses qui vont arriver dans la carrière du bien. Donc il faut prendre plusieurs choses en compte. Mais globalement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, et on a préparé un outil avec le séminaire que vous pourriez télécharger, vous pourrez jouer avec l'outil. Il est quand même beaucoup plus détaillé que ça. Donc, mais là, j'essaie d'expliquer vraiment la base de comment on calcule. Donc par exemple, 2022, j'ai mes totales des revenus. C'est que des plus et des moins, hein, calculer un cash flow. Hein. C'est total de ce que je gagne, donc plus, moins les dépenses récurrentes, moins les dépenses récurrentes et les charges aléatoires. Et ça me donne mon flux de trésorerie. Alors effectivement, là, j'ai pris l'exemple on a fait des travaux, donc on n'a pas d'impôt sur les loyers. Mais si vous avez des impôts, il faudra déduire les impôts. Donc CSG, CRDS, plus l'impôt sur les revenus. Globalement, je fais toutes les années. J'oublie pas d'indexer les loyers, parce que dans certaines villes comme Paris, les loyers sont indexés, n'oubliez pas. C'est-à-dire que le revenu augmente, vous pouvez augmenter les loyers au fur et à mesure que les années augmentent. Vous avez l'indice, il faut tout simplement aller sur l'indice et vous adaptez votre loyer. Donc votre loyer ne reste pas statique pendant 10 ans. Globalement, il augmente en général. Et ensuite, au niveau de votre rendement, ce qui est intéressant de faire, ce n'est pas le rendement seulement d'une seule année, c'est le rendement moyen. Parce que il n'y a pas de sens de dire j'ai du 5% et c'est que l'année d'acquisition. Si j'ai 5%, c'est sur la durée du crédit. Voilà. Mais vous aurez un outil qui va vous permettre de le faire. Donc voilà, là on a à peu près les rendements qui sont intéressants à calculer. Donc on a les rendements hors gestion locative, les rendements moyens sur 20 ans hors gestion locative, le rendement net
avant impôt de l'année de l'acquisition 5,23, gestion locative comprise, c'est-à-dire que je laisse gérer le bien, moyen des rendements nets sur 20 ans, 5,86. Si on synthétise, on est en équilibré, rien de très exceptionnel, on a un place centrale, les rendements nets, les rendements bruts. Après, vous pouvez vous amuser aussi à calculer des évolutions de rendement, de voir un petit peu comment ça se traduit sur la durée du crédit. Donc là, on voit les rendements à l'acquisition, les rendements nets et les rendements bruts. Je passe un petit peu vite parce que là, j'ai essayé de vous expliquer comment on le calcule un cash flow. Et après, vous pourrez utiliser l'outil qu'on va vous envoyer. Vous pourrez faire vos propres calculs et ça vous n'aurez rien à faire. Vous avez juste à remplir les chiffres du bien et ça va vous sortir vos cash flows. Voilà. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est la visualisation de comment fonctionne le cash flow. Donc là, par exemple, on voit que le bien qu'on vient de faire, qui était à 43 €, c'est 43 € sur l'année. Donc ça veut dire que le premier mois, j'ai 103 € de cash flow, le deuxième 103, et ainsi de suite. Et là, octobre, il se passe quoi? Taxe foncière. Boum. Et ensuite, je repars, 103 €. Donc ça ressemble à ça, quand on est en cumulé. Donc j'ai un cash flow qui augmente, et là, le boucher arrive. Donc hop, on passe à 229. Bah, globalement, ça fait comme ça. Et sur la durée du crédit, vous pouvez aussi faire vos projections sur la durée du crédit. C'est intéressant de savoir ça. Ça vous permet de comparer entre deux biens. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc globalement, là, je pense que vous avez compris. Alors, est-ce qu'il me reste? Hop. Là, vous avez déjà compris comment regarder son marché, comment l'étudier, quel marché peut être intéressant par rapport à un autre. Vous avez compris comment est constitué le prix de l'immobilier que vous voyez. Est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez estimé? Est-ce que vous l'avez estimé au-dessus du marché ou en dessous du marché? Est-ce que le prix qu'on me propose est cohérent par rapport à ce que je vois? Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que demain, vous allez vraiment avoir une base assez solide pour prendre des décisions sur est-ce que je dois acheter ou pas. Alors, les conseils, bon ça vous les avez entendus partout, mais je les répète. Déterminer son besoin et son profil de risque, ça c'est important. C'est pas, tout le monde n'a pas le même profil, donc tous les investissements ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Connaître le marché et ses perspectives d'évolution, on l'a vu au début. Connaître les fondamentaux des prix immobiliers, aujourd'hui vous le connaissez, vous savez comment se constitue le prix de l'immobilier. Anticiper les différents risques afférents au projet, donc ça c'est pas forcément évident, mais ça vient un petit peu avec l'expérience. On arrive à déterminer des terres à cet endroit-là, ça vaut pas le coup parce qu'il va y avoir je sais pas, un HLM qui va s'implanter avec une copro de 800 personnes. Voilà. Il y a des choses à voir quand vous allez à force d'utiliser cet outil, vous allez vraiment comprendre comment les prix fonctionnent. Vous allez pouvoir anticiper des perspectives futures. Vous allez vous dire, là il va se passer quelque chose, donc ça va diminuer mon prix dans 2-3 ans parce que le projet a déjà été acté. Donc il y a plein de choses comme ça que vous pouvez anticiper. Savoir déléguer ou apprendre par soi-même, donc là c'est ce que vous faites aujourd'hui, et savoir déléguer c'est extrêmement important, c'est une vraie compétence. Quand vous avez une équipe d'artisans qui vous avez l'habitude, votre notaire, votre comptable, c'est vraiment vos alliés, quoi. Il faut les garder, il faut savoir déléguer, parce que vous ne pouvez pas être expert de tout. Et quand vous voulez aller loin, il faut aller avec des experts. Donc avoir un très bon comptable, avoir des très bons artisans, c'est vraiment une équipe qui va vraiment vous aider, travailler son réseau régulièrement. Si vous voulez les meilleures affaires, forcément, il faut constamment travailler son réseau. Nous, on a une entreprise où on accompagne les investisseurs, donc nous, on fait que ça. La moitié du temps, c'est je bois des cafés avec des agents, je discute avec des agents, on fait que ça. On cherche, on fouine. C'est un métier à part entière, mais c'est vrai que si vous voulez vraiment avoir les meilleurs projets, il va falloir travailler régulièrement son projet. Donc, il faut tout le temps aller voir les agents. Donc là, c'est un petit exemple de l'outil que vous allez pouvoir avoir. Donc les cases jaunes, c'est les cases à remplir et ça vous fait le reste. Après, vous avez plusieurs onglets, vous allez voir plusieurs données. Vous allez pouvoir estimer votre cash flow dans les autres onglets. Vous avez aussi dans cet outil le dossier bancaire. C'est-à-dire que une fois que vous avez rempli votre bien, vous pouvez imprimer votre dossier bancaire et vous le donner au banquier directement en mettant les photos, bien sûr. Mais tout est expliqué. Donc là, tout ce qui est en jaune, c'est les seules choses à remplir et vous avez votre outil. Est-ce que j'ai été clair? Bon, j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, on n'est pas les rois du timing, je sais.
C'est bon? Ouais, là ça démarre fort. Hein. C'est que le début. Oui? Bonjour, Romuald. Bonjour. Inférieur à 6%, est-ce qu'il vaut mieux pas aller sur une SCPI? Je ne sais pas si c'est le bon moment d'en parler ou pas. C'est pas la même chose. Non, absolument C'est pas du tout le même investissement. Les SCPI, si demain vous avez besoin de transmettre à vos enfants, de pouvoir loger vos enfants, vous pouvez pas les faire loger dans la SCPI. Donc c'est à vous de voir en fait. C'est la SCPI. C'est vrai qu'il y a des SCPI qui ont du rendement intéressant. Après, il faut savoir que les SCPI, il faut savoir dans quelle SCPI acheter. Et c'est pas forcément évident parce que la majorité des SCPI. Alors avant, j'étais asset manager, donc je gérais des SCPI. Il faut savoir que certaines SCPI ont beaucoup de bureaux. Et certains ont pris une claque, notamment à la crise du Covid, parce qu'ils avaient beaucoup de bureaux, par exemple, à La Défense, à Paris. Si vous voulez, c'est des loyers. Si vous voulez, les SCPI, le business plan, c'est je fais un loyer 3,69, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans, voire du 12 ans, on arrive à faire. Et je loue à une entreprise. Et je perçois un loyer. Donc à la place de vous, c'est un client, c'est un locataire. Eux, c'est un exploitant, c'est une entreprise. Donc on peut se dire comme ça, intuitivement, c'est des baux qui sont longs, donc ça veut dire que c'est un rendement qui est globalement sécurisé. Pas forcément, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont arrêté leurs baux, par exemple avec le télétravail, qui ont réduit leur surface locative. Beaucoup d'entreprises ont réduit leur surface locative, et donc la majorité des CPI ont vu leur revenu qui a diminué, notamment depuis le Covid. Et puis il y a eu des nouvelles façons de travailler, etc. Donc il faut faire très attention à la SCPI dans laquelle vous achetez. Les commerces ont été impactés aussi. Et la majorité des CPI détiennent du bureau et du commerce. Il y a des CPI qui peuvent détenir de la logistique, ça peut aussi être intéressant, mais vous n'allez pas être sur du 7%, quoi. Vous n'allez pas être sur du 6%. C'est un investissement qui est différent. Voilà. Est-ce que vous allez avoir aussi, il y a une autre question à se poser, est-ce que vous allez avoir autant de leviers en faisant de la SCPI? C'est ça le sujet aussi. Parce que là, on parle de rendement. Mais derrière, il y a d'autres indicateurs que l'on peut prendre en compte. Le dernier séminaire, j'en avais parlé, mais c'était un peu dur. C'était pas forcément évident, mais il y a un indicateur notamment à prendre en compte, ça s'appelle le TRI. C'est le taux de rendement interne. Et celui-ci, il diffère en fonction de est-ce que j'ai beaucoup de leviers ou est-ce que j'ai peu de leviers. Donc forcément, moins je mets d'argent dans mon projet, moins je mets de cash qui m'appartient dans le projet, forcément, j'ai un meilleur retour sur investissement à la sortie. Et la SCPI, le problème, c'est que j'ai pas autant de leviers qu'un appartement classique. Donc forcément, mécaniquement, le rendement sera probablement meilleur en taux de rendement interne, je parle. Voilà. Le rendement, ça sera quand même plus intéressant, sauf si vous arrivez à trouver un super gestionnaire de patrimoine qui va peut-être vous trouver une SCPI avec un levier à 100%. Voilà. Ça dépend des profils. Ça dépend de votre profil aussi. Donc c'est assez compliqué. C'est différent. Oui ? Merci, bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce qu'on compare pas de choses différentes parce que Si. la plus-value à la revente d'une SCPI, ça n'existe pas vraiment, enfin, par rapport Non, à bien. c'est ça. Mais il y a aussi, on peut revendre des parts de SCPI. On ne vend pas un appartement d'une SCPI, on ne vend pas un immeuble d'une SCPI, c'est la SCPI qui gère. Mais vous pouvez revendre vos parts, vous n'êtes pas obligé de garder vos parts à toute votre vie. Donc les parts ne sont pas fixes. Vous achetez à 200 € la part de la SCPI. Si demain la SCPI fait un super rendement, que tout le monde va acheter cette SCPI, les parts que vous avez achetées à 200 € peuvent être à 400 €, comme une action. C'est comme une action avec des dividendes finalement. C'est la même chose. C'est pour ça que je me permets de comparer, parce que ça reste des classes d'actifs finalement. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que votre outil prend en compte l'impact de scénarios d'inflation ? Normalement, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les loyers sont indexés. Parce que les loyers sont indexés sur un indice, et cet indice prend en compte l'inflation. Après, c'est ça, dans certains cas, ils ne sont pas forcément indexés. Ça dépend de là où vous achetez. C'est ça, c'est à vous de voir. C'est ça. Donc dans l'outil, vous pouvez modifier normalement l'indexation. Vous dites, j'ai 3,5 d'inflation, d'indexation sur les loyers. Après, vous pouvez aussi indexer, si vous avez envie, ça c'est libre à vous, vous pouvez indexer la taxe foncière. Vous pouvez, parce que vous dites que ça va augmenter dans les années futures, vous pouvez indexer les charges, vous pouvez indexer ce que vous voulez. Ouais.
Bonjour Akram. Bonjour. Dans votre démonstration, vous avez parlé effectivement des prix moyens au mètre carré sur les appartements, les maisons. Quid des immeubles? Comment vous faites pour faire votre analyse quand vous êtes sur des mètres carrés d'immeubles? Donc il y a du commun, du habitat. Moi, pour les immeubles, tout simplement, je prends l'appartement parce qu'un immeuble, c'est plusieurs appartements. Donc, s'il y a 4 appartements, je considère que c'est comme si j'achetais 4 appartements. Voilà. Les mètres carrés des caves et des endroits communs ne sont pas pris en compte. Ouais. Je pars de alors, vous allez remarquer, normalement, la majorité des cas sur Meilleur Agent, le prix des maisons en mètre carré moyen est toujours plus cher que les appartements. Donc, je pars du plus défavorable. Je pars du prix de l'appartement. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi... il n'y a pas de sens de prendre le prix de métrique des maisons. Parce que c'est constitué de plusieurs appartements. Voilà. Généralement, sur des appartements, là c'est la moyenne du quartier, mais sur un immeuble, étant donné que vous achetez plus de surface, le prix métrique normalement est censé être moins élevé. C'est pour ça que les immeubles ont des meilleurs rendements. Voilà. Et plus la surface est petite, plus le prix métrique est élevé. Et donc forcément le rendement ne sera pas forcément plus intéressant qu'un immeuble. Voilà. Bien sûr. Ouais. Vous venez me voir, il n'y a pas de souci, on en discute. J'ai aussi mes 2 collaborateurs, donc, Jérémy qui est ici et Bertrand lève la main, qui peuvent vous aiguiller, ils sont dans l'entreprise, allez les voir, il n'y a pas de souci. Donc là on va parler SCI, OBO, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler. Faut s'accrocher là.